John Carpenter, quand il commence à faire du cinéma, tu as assez raison, tu dis il fait pas partie de la contre-culture, il fait partie du système, puisque en fait, il fait un court-métrage à l'école. Il écrit un court-métrage qui gagne un Oscar, donc très vite, en fait, il est repéré par le studio pour écrire des scénarios, etc. Mais le paradoxe, à mon avis, de John Carpenter, c'est qu'il est fasciné par les produits hollywoodiens, par l'histoire même d'Hollywood, par les westerns, les films de genre, etc. Mais qui travaille dans la marge, toujours un peu à côté. Et que quand il rencontre les studios, ça se passe pas bien. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'en effet, il y a deux courts-métrages qu'il façonne, c'est Bronco Billy, qui est un western, mais un western à l'ancienne, sur lequel je ne sais même pas s'il le réalise, en tout cas il y participe. Lui-même il le dit, bon, c'est la seule fois de ma vie où j'ai approché les Oscars, et j'y suis même pas allé, c'était un autre mec qui l'a récupéré. Et oui, il a une fascination, enfin je veux même dire, quand je réfléchissais aux axes qu'il constitue, c'est-à-dire que John Carpenter, quand il voit tous ces classiques, enfin on sait qu'Howard Hawks est son réalisateur de chevet, d'ailleurs il y a une écriture un peu screwball comedy dans Fogg, hein. Les dialogues entre meufs, je trouve Nancy Loomis, elle n'a jamais été aussi bonne que chez lui, la petite brunette là, que j'adore. Si tu veux, travailler à la marge, pour lui, c'est pas un choix. C'est pas comme Georges Romero, tu sais, quand il fait La Nuit des Morts Vivants, quelque part, c'est la dernière pierre à l'édifice moderne du cinéma d'horreur. C'est-à-dire que quand tu regardes au moment où Georges Romero, John Carpenter apparaissent, le cinéma d'horreur est déjà très complet. C'est-à-dire que les propositions anglaises avec la Hammer, on va même pas parler de Nosferatu, des vampires de feuillade, c'est-à-dire que c'est un genre, même La Maison du Diable, on parlait de modernité, c'est-à-dire on a un pré-tourneur, quoi. C'est-à-dire que c'est Tourneur qui rencontre Freud. Et chez John Carpenter, si tu veux, c'est un auteur paradoxal, c'est-à-dire que les premiers scénarios qu'il écrit, il les écrit pour se faire remarquer. Mais si tu veux, quand il est dans son école de cinéma, il se dit bon, je vais tout faire bien. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vient à la vocation de cinéaste. Il dit en termes très simples, ça doit être mon gagne-pain. Il n'y a pas un mysticisme. D'ailleurs, que c'est quelqu'un, ça peut être signalé parce qu'il y a des gens qui sont mystiques dans le fantastique. Je pense à Shyamalan. Juste avant La Jeune Fille de l'eau, vous avez un livre sur Shyamalan où vous comprenez que Shyamalan fait une crise mystique. C'est-à-dire que la croyance, il y a une confusion entre l'univers du conte auquel il revient, sa position de cinéaste, il pète un câble, hein, si tu veux. John Carpenter, les premiers scénarios qu'il signe, il les signe pour se faire remarquer. Mais c'est des choses très peu personnelles. C'est-à-dire, à un moment, il entend un producteur qui veut un film de plage, il prend un week-end, il écrit un film de plage. Il entend parler d'un film d'action, il écrit un film d'action. Les Dents de la Mer cartonne, pour un producteur, il écrit un film avec des serpents qui a réalisé, je crois, 20 ans après, avec petite ironie du destin, la petite fille de Preston Sturges qui joue dedans. Voilà, c'est-à-dire qu'il est déjà très paradoxal, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a envie de travailler pour les studios, et il sait très bien qu'il faut s'y prendre progressivement. Tu parlais d'un court-métrage qui avait été l'autre court-métrage, c'est Dark Star. Dark Star, c'est assez problématique dans la carrière de Carpenter, c'est-à-dire que c'est vraiment un film de John. C'est-à-dire qu'en effet, c'est un western spatial, tu sais, il y a cette idée de combler la solitude du cow-boy dans l'espace, mais il est vampirisé par son scénariste, réalisateur, acteur, monteur. Bon, je parlais de vampirisme, là, factuellement, c'est du vampirisme, Dan O'Bannon. Et c'est Dan O'Bannon qui en tirera le bénéfice et qui ira faire Alien, qui partage aussi quelque chose avec Carpenter, c'est-à-dire qu'Alien, on n'est pas dans un produit du nouvel Hollywood, hein, on est vraiment dans un film de monstre, on débauche un réalisateur qui a le vent en poupe dans la publicité et qui sort des duellistes qui est une espèce de... Moi, j'aime beaucoup un pendant série B de Barry Lyndon. Carpenter, quand il fait Halloween, quand il fait son premier film, Assaut, si tu veux, quand je dis qu'il n'est pas de la contre-culture, c'est qu'Assaut, quand tu le regardes, c'est un film qui a un lexique très daté, années 50, qui le rend merveilleux, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur d'un classicisme. Si on veut, je pourrais définir le classicisme de Carpenter, et peut-être plus généralement, comme quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à l'écran, quelles sont les bordures du cadre et qu'est-ce qui se passe entre deux plans. Et c'est quelqu'un qui a toujours travaillé dans ce classicisme-là et il y voit là une liberté énorme. C'est-à-dire qu'il y a certains moments dans Fog où on sent qu'il étire certains plans qui devraient être plus courts, tu vois. Ou au contraire, il est dans un découpage plus cut pour donner naissance à une incise. Et Assaut, quelque part, c'est un film, c'est Christophe Gans qui le notait, et comme je disais, c'est un des premiers connaisseurs de Carpenter en France. Assaut, le film arrive, il est très bien fait. On sent que c'est un remake de La Nuit des Morts Vivants, c'est-à-dire, pour ceux qui n'ont pas vu Assaut, c'est une variation autour de Rio Bravo. C'est-à-dire que Rio Bravo, c'est pas le western que tout le monde a en tête dans les 70. Tu sais, on sait tous, si on fait très rapidement un historique du cinéma américain des années 70, c'est que les propositions de western, elles sont beaucoup plus virulentes et agressives. Rio Bravo, ce qui est très beau dans le western de Hawks, et ce qu'adore Carpenter et ce dont il se défera jamais, c'est qu'il y a une espèce de décontraction. Tu vois, ça joue aux cartes entre les sièges. Donc, Assaut, le premier titre du film, c'est The Alamo Anderson. C'est-à-dire l'Alamo d'Anderson, voilà. C'est un film de siège. Et à l'intérieur de ce classicisme, c'est-à-dire tu as un plan quand le flic noir sort de chez lui, c'est un plan à la Douglas Sirk. C'est-à-dire qu'il est dans une belle maison, tu as le Technicolor qui pète et tu as surtout une figure très sorkienne, c'est le panoramique qui l'accompagne. Bref, le film, il a une grammaire qui est très rétro. Ce qui fait que certains, et peut-être que ça donne une clé pour l'absence de réception critique véritable des travaux de Carpenter ou la condescendance ou le dédain, c'est que certains
À défaut de voir ce qu'est vraiment le film, c'est-à-dire un film rétro, ils verront un film réac. C'est quand même une nuance. Et au fur et à mesure que le film avance, il est dans une espèce d'entre-deux. C'est-à-dire qu'il réécrit La Nuit des Morts Vivants, mais il le fait sans agressivité. Asso, c'est, si vous voulez, même un film comme L'Inspecteur Harry, qui est toujours aussi clivant, la manière dont il est énoncé, L'Inspecteur Harry, il y a quelque chose de très contre-culturel chez Don Siegel. C'est-à-dire, voilà, le personnage que je te présente, c'est un flic. Il a une vision de la loi. Toi, en tant que spectateur, tu te démerdes. Vous voyez, c'est déjà une posture agressive. Asso, c'est... On est à Los Angeles en 74. Première scène, des flics qui sont anonymisés, c'est-à-dire qu'on ne voit que leurs bras, butent des gangsters. La première scène d'assaut, c'est quand on ne sait pas qui sont les méchants, qui sont les bons. On sait juste que des flics se livrent à l'exécution. Ça, c'est pour le coup un plan très contre-culturel de gangsters. C'est-à-dire, il y a une assimilation entre les flics et les gangsters. À partir de là, Carpenter dit c'est très simple. Si les flics peuvent se comporter comme des ordures, on peut tout remettre à zéro. Et l'histoire d'assaut, c'est la naissance d'une amitié virile entre un policier et un gangster qui partagent leurs valeurs. Mais le film, il est très feutré. Il y a une idée de mise en scène assez géniale, c'est que les assaillants utilisent des silencieux. Et à partir de là, en effet, dans Assaut, c'est vraiment un polar qui nous arrive de manière très feutrée et il est très dur à appréhender. C'est-à-dire qu'il y a chez Carpenter, quand je disais que c'est un conteur, c'est qu'il fait Assaut, il a envie de faire le film qu'il a envie de voir, c'est-à-dire un western moderne, urbain. Il a, je pense, déjà un positionnement politique, mais il le met pas forcément en avant. Et je pense qu'il veut juste créer une espèce de mix entre le polar et le film d'horreur, assez pur et très classique. C'est-à-dire que le film commence, on reconnaît Rio Bravo, on reconnaît Zulu, un film qu'il adore. Vous savez, c'est ce film anglais sur comment 400 soldats anglais reposent 4000 Zoulous. C'est un chef-d'œuvre du film de siège, bien évidemment. Et plus le film avance, plus, c'est vrai, il se charge de références à La Nuit des Morts Vivants. Mais la grosse différence, c'est l'énoncé. C'est-à-dire que La Nuit des Morts Vivants a un découpage à la serpe, tu sais. Je pense qu'on pense beaucoup à Cassavetes. C'est bourré de faux raccords volontaires, il y a une agressivité. Et ce qui fait que son premier vrai film, sa première naissance de cinéaste, elle est dans un film que personne ne remarque. Après vient Halloween, où il reprend un peu les choses à partir là où Hitchcock les avait laissées avec le Psychose. Et à nouveau, c'est juste une machine très très bien faite à faire peur, tu vois. Et pour rebondir un peu sur ce que tu disais, certes... il a une fascination pour le grand cinéma classique hollywoodien, Carpenter. Il a aussi une admiration pour certains de ses contemporains. Alors, c'est un énorme ami de Romero, ça sera son vrai frère d'armes dans le fantastique. Ils auront une relation où Romero, très rapidement, lui, restera attaché à cette veine contre-culturelle. C'est le grand cinéaste politique du fantastique. Carpenter, lui, voit sa carrière. Halloween, il a 3 semaines de tournage, il a un tueur masqué, 4 babysitters, dans le premier titre sera The Babysitter Murder. C'est comment, à partir de ça, je crée quelque chose de mémorable. Et il y a quelque chose qu'on retrouve aussi dans Fog, et qui est une marque de fabrique de Carpenter, que je lui soupçonne peut-être d'avoir emprunté. C'est quand je disais qu'il n'a pas de... Comment dire, il n'est pas dans une posture de réalisateur de série B qui est réalisateur de série A en mode « Non, moi je suis un vrai rebelle ». C'est que je soupçonne aussi d'avoir récupéré chez Spielberg notamment un art de ce qu'on appelle l'intro-teaser. Ou dans Fog. On y pense, ouais, pas à Fog. Oui, la rencontre du troisième type. Ouais, ah oui, il a énormément en tête. Juste, je te coupe 2 secondes. Oui, t'as raison. Mais en fait, le fait est que ce qui commence à signer la marque de Carpenter, c'est à la fois, je pense, circonscrire un territoire dans tous ses films, et ça, c'est vraiment une logique de série B, une logique économique, en fait. Un lieu dans Assaut, dans Halloween, disons une bourgade, quoi, vraiment 3 pavillons. Et là, c'est un peu le blockbuster, c'est 4 lieux, quoi. Ouais. Il étend toujours petit à petit. Et puis cette idée, en fait, très cinématographique, mais très complexe. Et il dit d'ailleurs, quand il fait Halloween, que c'est un film complètement théorique, ben, il l'assume. C'est quand même de filmer un mal invisible. Et à mon avis, il va vraiment de plus en plus dans cette logique-là, jusqu'à The Fog. Il ne peut pas vraiment aller plus loin. Parce que là, ce qu'il essaye de filmer, c'est le vent, c'est le brouillard, et quelque chose de vraiment immatériel. C'est-à-dire que chez Carpenter, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'il y a souvent, quand on lui demande c'est quoi votre métier, il dit moi mon métier c'est d'être un fantastiqueur. C'est comme ça qu'on appelait les réalisateurs de fantastique dans les années 80. Il dit il y a 2 positions pour un fantastiqueur. Vous réunissez des gens autour de vous, auprès d'un feu, comme dans la scène d'intro, et vous leur dites le mal existe. Et vous leur dites il vient de là. Derrière, il y a une frontière. Ou vous leur dites le mal existe, il vient de là. Et ça sera quelque chose qui obsédera son œuvre. C'est-à-dire, plus ça avance, plus la frontière entre le bien et le mal, jusqu'à des chefs-d'œuvre comme The Thing, elle sera ténue. C'est-à-dire que dans The Thing, on ne sait plus ce qui est humain de ce qui est inhumain. C'est-à-dire qu'à nouveau, c'est vrai qu'il y a toujours une dimension, entre guillemets, théorique, parce que c'est quelqu'un qui a des partis pris de mise en scène souvent très pragmatiques. C'est que The Thing, la créature, déjà, il la filme sous toutes les coutures. C'est-à-dire, elle explose, mais elle n'a jamais de forme. Et par ailleurs, elle peut imiter le tissu humain. C'est-à-dire qu'il y a énormément de plans où la créature est dans le plan à travers les traits d'un acteur, mais on ne la voit pas. Enfin, c'est bourré d'idées comme ça. Et c'est vrai qu'il évoluera toujours vers une frontière et qui sera aussi parallèle à son parcours à Hollywood. C'est-à-dire que, par exemple, après l'échec de The Thing, il faut savoir qu'il est plutôt bien traité par les studios sur The Thing. C'est-à-dire qu'Universal aime The Fog, ils aiment le travail qu'il peut faire avec 7 millions de dollars sur un film comme Escape from New York,
qui est un western futuriste, vous savez, où un mercenaire va chercher le président des États-Unis dans un New York transformé en prison à ciel ouvert. Ils sont admiratifs. Ils se disent, ouais, ce mec-là peut tenir le scénario de Bill Lancaster, donc le fils de Burt Lancaster, pour une petite histoire, qui est un scénario très noir. C'est-à-dire que c'est un... Si tu veux, en effet, il y a toujours cette idée du territoire, c'est à nouveau un western, quoi, où l'Indien serait invisible, Et ça se passe très bien sur The Thing, c'est-à-dire qu'il arrive quand même à imposer Rob Bottin qui a 21 ans. Enfin, comme, quand on voit le travail d'effets spéciaux que fait ce mec-là à 21 ans, où pour la petite histoire, il laisse pratiquement sa peau sur The Thing, il y a une relation de confiance et arrive la sortie du film. Et je pense que la première gifle que se prend Carpenter, c'est que la Universal dit on a un projet pour toi, c'est une adaptation de Stephen King. Vous savez qu'à l'époque, c'est encore le cas maintenant, je crois que dès que Stephen King sort un bouquin, c'est un best-seller. On aimerait tellement que tu le fasses, on a envie de retravailler avec toi et Bill. Et surtout, en fait, il lui propose de réaliser Christine, donc, avant même que le roman soit édité. Oui, c'est ça. Ils veulent tellement... Il y a un petit distinguo quand je parle de gifle, c'est que Universal lui propose d'abord d'adapter Charlie de Stephen King. Vraiment, le chiffre catastrophique de The Thing, ils lui disent... assez sèchement, non mais ça, on bosse plus ensemble. Et c'est vrai qu'il va faire Christine pour la Columbia. Et tu disais en début d'intervention que Carpenter c'est quelqu'un qui tourne tout le temps. Et il le dit lui-même, c'est pas c'est une posture très droite dans ses bottes, c'est un cow-boy ce mec. Il dit voilà, The Thing se plante. Le truc que j'ai le plus mal vécu, c'est que même les fans de Fantastique l'ont rejeté. C'est-à-dire que Fangoria, à l'époque, qui est la bible des fans de Fantastique aux États-Unis, trouve le film horrible. Mais sur des critères qu'aujourd'hui font sourire. C'est-à-dire que les 3 points que reproche Fangoria au film, c'est qu'il est trop noir, c'est qu'il n'y a pas de femme et c'est qu'il est trop violent. Enfin, on parle d'un film d'horreur, enfin, je sais pas, il ne semble pas déliré. Et il le vit comme une trahison. En même temps, il dira, vous savez, à cette époque-là, j'aurais pu vraiment faire des films beaucoup plus noirs et me lâcher. Mais il veut quand même montrer pas de blanc au studio. Tu vois, il accepte d'adapter Christine. Christine, pour ceux qui l'ont vu, c'est un teen movie un peu barré, moi je trouve sublime, sur l'histoire d'amour entre un homme et une voiture. C'est-à-dire que chez Stephen King, dans son roman, il y a bien entendu, Stephen King, auteur très américain, l'idée de travailler une notion mythologique, le rapport de l'homme à son véhicule. Chez Carpenter, cinéaste qui œuvre dans les années 80, il sent qu'il y a un revival années 50 politique et esthétique. États-Unis, il traite plutôt de à quel point on hygiénise les années 50. Si vous voulez, Christine, elle représente les années 50. Et Carpenter, c'est ingénieux de nous dire, mais cette période-là, c'est pas uniquement rose bonbon, hein, c'est le rock'n'roll dans ce qu'il avait d'agressif. C'est une période beaucoup plus trouble et c'est un peu le début des emmerdes pour les States. C'est-à-dire, c'est un peu à ce moment-là, avec la guerre de Corée, que débute la grande névrose américaine qui culminera, qui s'est jamais arrêtée en fait. Hein. C'est de toute façon. Et pour rebondir un peu sur son parcours, c'est quelqu'un jusqu'à la fin des années 80, il y croit à son envie de travailler avec les studios. Tu vois, après Christine, il fait Starman, qui est son film qui partage même chez les fans de Carpenter, mais qui est un film pacifiste, hein, c'est-à-dire c'est un mélodrame extraterrestre. Qui est aussi un film en réponse à E.T., puisque E.T. en 82 marche 100 fois plus que The Thing, donc il se dit bon bah. Et d'ailleurs, il veut toujours un peu échapper au fantastique. Il veut s'en écarter à chaque fois, il n'y arrive jamais en fait. Bah oui, son grand rêve c'était de réaliser un western et il veut s'en écarter en même temps. Et quelque part, c'est comme la série B, c'est-à-dire que en effet, il travaille à la marge. Le premier mouvement qu'il ramène à la série B, c'est juste qu'il a envie de gagner sa vie, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il peut plus faire des films à 20 millions de dollars, il en fera 1 million de dollars. Il le dit aussi avec une forme de... ce qui le caractérise, Carpenter, une forme d'honnêteté, c'est si je peux avoir le triple, je serais très content. Et je pense que le vrai tournant, c'est 1988, quand il fait They Live, où cette fois-ci, il sort de l'échec de Big Trouble in Little China, qui est un film à pas en avance dans l'hommage qu'il rend au film de sabre chinois. Il y a un côté où il le dit clairement, ce film-là, je le fais pour dire au producteur d'aller se faire enculer. Et c'est un film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ou un prolétaire, c'est-à-dire qu'il prend aussi une figure qui a déserté le cinéma américain des années 80. C'est-à-dire qu'on a le choix entre les yuppies, il y a encore James Bond, qui s'est un peu avili avec les acteurs, mais il nous dit, moi je voulais remettre à l'écran un mec qui arrive avec son sac à dos, ses outils, qui est un ouvrier qui vit dehors et qui se bat contre le système. Mais si vous voulez, même dans They Live, le registre qu'il utilise, et moi ce qui me le rend toujours très attachant, Carpenter, c'est ni de la lamentation. Bien entendu qu'il existe il existe un rapprochement entre le héros de They Live qui s'appelle John Nada et John Carpenter. Il y a un moment où cet ouvrier dans le film dit mais il faut avoir un peu de patience, moi j'ai encore foi en mon pays. C'est très clairement la posture que Carpenter a pu avoir vis-à-vis des studios, c'est-à-dire toujours essayer de leur montrer patte blanche, essayer de travailler avec eux. Et d'un autre côté, le film nous raconte quand même, sur le mode de la comédie, comment une race extraterrestre dont on sait peu de choses, c'est une variation autour de Body Snatchers, hein, le film, a inventé grosso modo une société avilissante, ultra-consumériste. Et ce qui échappe au film facho, c'est que c'est aussi un film qui travaille la caricature et la comédie, c'est-à-dire que John Nada, il est confronté à des costards cravates ultra-caricaturaux qui sont bien définis. C'est à nouveau, on parlait de frontières, c'est-à-dire que, vous savez, le postulat de They Live, c'est que grâce à des lunettes, on peut voir que les extraterrestres envoient des messages subliminaux aux humains pour les abêtir, c'est-à-dire consomme, marie-toi, fais des gosses, l'idéal années 80, si vous voulez. Et d'un autre côté, vous voyez bien que ce postulat, c'est un peu la bonne vieille blague de si on avait des lunettes pour voir les filles à poil. Hein. C'est-à-dire que c'est aussi ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a gardé une décontraction. Il n'a jamais eu une attitude. Je sais que Jean-Baptiste Toré disait à un moment, et c'est un peu juste aussi,
c'est qu'au bout d'un moment, à force d'être usé, d'essayer de faire partie du système, d'être envoyé à sa case, il avait fait des films qui tirent la gueule. Je trouve que jusque très récemment, il fait quand même des films qui ont un côté, bon là, je vais baisser le niveau de langage, très groovy, quoi. Moi, c'est aussi c'est pour ça que je l'aime, quoi. J'ai envie de me taper une bonne comédie, je me tape They Live, tu vois, ça me fait marrer. Après, ce que raconte le film, en effet, il est sinistre. Voilà un peu comment je vois sa carrière, quoi. Enfin, un peu dans les grandes listes, t'as un va-et-vient entre les studios qui reconnaissent son talent, hein, mais c'est aussi, je pense, pas tant des relations douloureuses avec les studios que le cinéma qu'il représente est en train de disparaître. C'est-à-dire que faire un hommage aux films chinois comme Big Trouble in Little China, où le héros américain est systématiquement ridiculisé, sur Reagan, je pense que je comprends que les spectateurs n'aient pas envie d'aller voir ça. C'est-à-dire qu'il y a un conditionnement aussi par les images. On a des films à cette époque-là qui travaillent plutôt un retour aux glorieuses années 50. Mais si tu veux, par exemple, dans le style de Carpenter, pour parler de son style, tu vois, il est très différent de celui de Joe Dante, quoi, qui a une attitude beaucoup plus, comment dire, postmoderne. C'est-à-dire que Joe Dante, il comprend très bien que l'Amérique de Reagan regarde dans le rétro, on va dire, la période fantasmée du règne des Eisenhower. Ça se sent dans le cinéma, c'est-à-dire qu'on retourne un peu à des motifs des années 50. Mais si tu veux, Gremlins, c'est un film qui nous dit, oui, il y a, les films de Douglas Sirk d'un côté et les films de monstres vont coexister. Et c'est ce mélange-là des deux qui crée une grammaire cinématographique très unique. Carpenter, c'est plutôt quelqu'un qui pose les pieds sur son plateau et qui arrive en disant, bah, c'est un peu comme dans The Fog, c'est pas tant le procès de l'Amérique que fait Carpenter. On pourrait faire une lecture, en effet, qui fonctionne généralement souvent dans le fantastique parce qu'il est question de retour du refoulé, de dire qu'il parle de l'Amérique génocidaire, c'est-à-dire il y a un crime de fait. C'est-à-dire que ce pays qui est une ancienne colonie est aussi un pays génocidaire. Quand je parlais de névrose, c'est aussi tout ça qui rejaillit dans les années de 1949 jusqu'à aujourd'hui. C'est plutôt un positionnement moral. C'est-à-dire que ce prêtre, qui est dépositeur de valeurs, le prêtre qui a tendu ce piège aux marins, il a trahi une cause. C'est-à-dire que Carpenter, il regarde la religion, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'athée, mais il dit, oui, c'est une boussole morale, la religion. C'est pas quelqu'un d'anticlérical, c'est-à-dire qu'il pense qu'elle peut être incarnée par de bonnes personnes comme de mauvaises personnes. Et c'est cette fêlure-là qui rejaillit sur la communauté dans Fog. Et tu vois, à nouveau, quand je parlais d'objets contre-culturels, peut-être que le malentendu, c'est de Carpenter, c'est qu'à partir de là, il te fait un conte noir, quoi. Quand je disais que c'était un film de dark fantasy, on est un peu là-dedans. D'ailleurs, le nom du conteur, Arthur Maron, fait bien entendu référence à Arthur Maron, l'auteur du Grand Dieu Pan. C'est-à-dire c'est un type de cinéma et qui guide aussi la mise en scène. Hein. C'est-à-dire que la dark fantasy, quand elle naît, c'est des récits d'horreur très, très particuliers qui prennent leur temps, qui sont très venimeux. Fogg, il essaye un peu d'émuler ça. Je disais tout à l'heure de Fogg que c'était, je sais même pas si je l'ai dit en fait, mais que c'est un film qui était amoureux de sa séquence d'intro, qu'il a rejoué beaucoup. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Et cette envie d'être dans une terreur plus venimeuse, plus vénéneuse qu'Halloween. Où Halloween, grosso modo, t'es tendu durant tout le film par une logique de rétention qui va être le meurtre quand c'est ce qui va arriver, avec l'idée que chaque meurtre soit une pièce d'art. C'est-à-dire, il y a le mec planté sur le frigo, il y a l'étranglement. Là, The Fog, on a l'impression qu'il cherche quelque chose d'autre qui rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire de donner naissance à un mal invisible, le vent, le brouillard, enfin, et du moins qui vient contaminer aussi ces cadres. C'est-à-dire que Carpenter, c'est un maître du cadre équilibré, tu vois, il y a quelque chose. Et en même temps, quand je vois Fog, je me dis qu'il en a un peu peur. C'est-à-dire qu'il revient aussi à des ficelles d'Halloween, le meurtre au couteau, là, ici c'est un crochet. Il revient à ce qui est, quand je disais que La Nuit de Mort-Vivant était une vraie révolution de cinéma d'horreur, c'est un film qu'il adore. Enfin, si Romero a été vraiment son vrai ami, plus qu'un camarade de route comme Toby Hooper, dont il est proche sans être plus, je pense qu'il y a aussi une communauté entre ces deux hommes. Et c'est La Nuit des Morts-Vivants l'obsède. Hein. They Live, dont je parlais, donc ce film où un ouvrier découvre que la société de consommation, grosso merdo, a été inventée par l'extraterrestre, c'est une réécriture de zombies. Hein. Il est bourré, mais jusque dans le texte, de référence à Romero. Donc il y a une vraie amitié entre ces deux cinéastes, mais en même temps, ils sont tous les deux très, très singuliers, quoi. Ce film-ci s'ouvre sur une réflexion, sur une citation d'un poème de Poe, sur en fait, sur une réflexion sur le rêve et la réalité, qui est à mon avis un peu étrange, parce que c'est pas vraiment le sujet de ce film. Quoique, voilà, est-ce qu'on n'a pas vécu un long cauchemar, etc. Et puis cette idée du brouillard, du cauchemar, mais qui par contre va être vraiment traité plus tard dans sa carrière, avec un film comme L'Antre de la folie, qui est une adaptation non officielle de Lovecraft, avec cette idée déjà en germe ici, que ce qui est très Lovecraftien dans son œuvre, c'est qu'en fait le mal est présent mais enfoui. Et qu'en fait il renaît. Et du coup c'est très inquiétant puisqu'en fait tout d'un coup un quotidien se trouve complètement contaminé et des lieux habituels se trouvent contaminés par une présence dont on ne soupçonnait pas l'existence, mais qui elle est là depuis bien plus longtemps en fait. Bah, oui, j'irais même un peu dans ton sens, disant que The Fog, quelque part, c'est un peu le prequel de cette trilogie de l'Apocalypse. Il n'est pas encore en pleine possession de ses moyens, c'est-à-dire que je pense que dans sa réflexion, je te dis, moi je vois Carpenter, faut pas oublier que
j'aime pas le terme carriériste, mais il pense quand même, si tu veux, The Thing dans... Il cite tous ses films. Hein. Ah oui, c'est-à-dire que lui, il est obsédé, c'est quelqu'un qui croit en un réalisateur qui bosse en cordialité avec les studios, mais comme son idole, Howard Hawks, comme Mankiewicz, c'est-à-dire les studios vont m'embaucher, j'aurai ma petite musique, tu vois, c'est d'où l'apostrophe avec l'article. Et je crois que dans The Fog, tu as raison, il y a quelque chose de pas encore fini de Lovecraftien. C'est-à-dire qu'il y a une partie de Lovecraftienne, je ferai une petite nuance, c'est-à-dire que pour Lovecraft, le mal, il existe avant l'homme. Il n'est pas du fait de l'homme, contrairement à The Fog. Si vous voulez, pour moi, et c'est aussi une signature carpentérienne, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, c'est qu'il y a des cinéastes qui sont des cinéastes du romanesque. Je pense pas à Cimino, forcément, chez nous, des Pléchins. Carpenter, c'est un mec qui a énormément bouffé de nouvelles. Il le dit, il lisait des nouvelles sous plein de formes. Ça. Lovecraft, Edgar Poe, Arthur Maron, qui sont, si vous voulez, Lovecraft, le roman le plus long qu'il écrit, il fait 100 pages, hein, c'est des novellas. Et je crois que quelque part, ça a guidé la concision de son cinéma, d'une part. Je reviendrai à Lovecraft et au lien qu'il entretient avec son cinéma. Et d'autre part, si tu veux, il y a toujours, tu parlais de ses fins. Moi, ce que je trouve toujours sidérant, c'est à quel point, et ça, c'est la grande noblesse de la série B, c'est qu'en 10 minutes, les prémices plastiques, thématiques et le récit sont posés. Tu veux, par exemple, dans Fog, j'ai l'impression que le film est dans une légère indécision. Au départ, il y a un moment, je trouvais que le film était assez handicapé, je te dis, par la présence encore d'un petit fumet d'Halloween, c'est-à-dire les pirates, tu vois, dont la forme est un peu décevante. Cette masse, elle n'existe pas de manière, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, de manière aussi forte que la nuée des morts vivants, ou même en termes d'habitation du cadre. Il y a une séquence qui remake un peu Halloween, c'est celle du réveil du mort, l'occupation... Halloween, c'est un film qui est aussi bâti sur des lignes que crée le tueur, quoi, et sa position dans le cadre. Et je trouve qu'il était encore un peu handicapé. Vous avez une petite scories, parce que j'adore le film. Voilà, c'est pas un de mes préférés, mais je l'aime. Moi aussi, d'ailleurs, j'adore. Pour moi, un enchaînement purement carpentérien, c'est qu'il y a ce plan de la caméra qui prend de la hauteur, qui cut, et il y a cette croix qu'on éteint. C'est-à-dire, voilà, cette croix-là n'existe plus, ça sera la croix coulée dans l'or. C'est-à-dire, voilà, ce récit, c'est le récit d'un dévoiement de la religion, enfin, du moins de ses valeurs par un homme. Et voilà, pour moi, c'est typiquement l'intro Carpenter. Tu as tout en main pour comprendre le film. De la même manière qu'il y aura tout dans Assaut, déjà. Hein. Et je trouve que ce qui lui manque encore de Lovecraftien, c'est la manière dont les personnages réagissent à la terreur. Tu as cité sa trilogie de l'Apocalypse, que moi j'adore. Je suis un énorme fan de Prince des Ténèbres, The Thing et L'Entrée de la Folie. C'est que tu vois bien, The Thing, vous savez, c'est ce thriller paranoïaque, ce film d'horreur paranoïaque où 12 hommes sont en proie à une créature qui adopte une forme humaine et qui est mue que par une chasse et la domination sur l'homme. C'est une créature misanthrope. Elle est là que pour tuer l'être humain. Et tu vois, la différence entre les personnages de The Thing et ceux de The Fog, c'est que ceux de The Fog, ils ont une réaction assez proche finalement des victimes d'Halloween. Enfin, du moins de la dernière victime, Jamie Lee Curtis. Ils se battent pour sauver leur peau. C'est-à-dire qu'ils ont une peur très primaire. Il n'y a pas encore la peur qui est un élément de la dark fantasy et de ce qu'on a appelé en France l'horreur cosmique, qui est la peur de voir la réalité s'effondrer. L'Entre de la folie, c'est carrément ça. Et là où j'ai l'impression qu'il est au seuil de Lovecraft, c'est qu'après, bien entendu, dans The Thing, dans Prince des Ténèbres, il y aura cette idée que les personnages voient un monde qui n'est plus logique. Et vous savez, quand Lovecraft est édité en France, c'est un auteur très controversé. Je pense qu'il y a aussi une différence de tempérament entre Lovecraft, qui est un obsessionnel, et Carpenter. Moi, j'ai toujours trouvé ça assez joli chez lui. C'est-à-dire que quand le film est fini, il rentre chez lui, il fait sa sieste. Tu sais, tu parlais de sa retraite, tu dis, moi, je suis très heureux, je joue aux jeux vidéo avec mon fils, je vais voir des matchs de basket, je gagne de l'argent sur les remakes avec des sonneries de portable. Enfin, il y a un truc, et ça me le rend attachant, tu vois. Je trouve ça honnête, c'est un mec qui a bossé toute sa vie, pourquoi il se contrarie? Lovecraft, c'est un obsessionnel, c'est quelqu'un qui pendant 2 ans écrit pas, qui rumine son racisme. Les descriptions de certains monstres chez Lovecraft, c'est ce que lui inspirent les Noirs. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui nous voit entre un racisme biologique et un racisme colonial. Mais il a inventé un système de terreur. Enfin, il l'a repris de Maron et ensuite ça a évolué. Qui est qu'à un moment, le personnage Lovecraftien, s'il finit toujours fou, c'est que la manière dont il observe le monde n'est plus logique. C'est-à-dire que le monde se dessine à lui plus sur des thèmes linéaires. C'est-à-dire, c'est comme si le micro que je vois, il y a presque une terreur linguistique et de forme, c'est ce micro n'existe pas. Et c'est quelque chose qui va travailler ensuite. Je pense qu'il n'a pas encore saisi ce qu'il voulait faire dans The Fog. Je pense qu'il y a cette tentation, tu vois, avec le brouillard qui remplace l'espace. Et je pense qu'il ne la tient pas encore. Et c'est pour ça que ça paraît toujours un peu pédant d'appeler ça du cosmicisme. Mais en effet, que Lovecraft, on est là-dedans parce que c'est un courant à la fois idéologique qui part de l'idée que ça, c'est très Lovecraftien. Et tu vois, The Thing, avec Fog, il y a une nuance entre Lovecraft et Carpenter. C'est que Carpenter, tu vois, il adhère à la religion dans ce qu'elle a de morale, dans les valeurs qu'elle soumet. Lovecraft, c'est très simple pour lui, la religion chrétienne a abêti l'esprit humain. C'est-à-dire qu'on pleure devant lui, il est beaucoup plus dans la cosmogonie grecque. C'est que pour lui, le catholicisme, de sa grande fêlure, c'est de ne pas avoir préparé l'homme à la science et à comprendre un monde qui pouvait lui échapper. Si vous voulez, pour lui, pleurer devant le Christ, c'est quelque chose qui lui est ignoble. Et c'est quelque chose dont Carpenter va s'approprier. C'est-à-dire cette peur cosmique, elle est vraiment dans Prince des Ténèbres. Tu vois, Prince des Ténèbres, d'ailleurs, c'est pas anodin, c'est-à-dire qu'il travaille, comme le titre l'indique, c'est un récit qui quand même parle d'une créature satanique,
Mais il parle pas du diable, il parle du père du diable, qui se nourrit d'antimatière. Pour construire son film, quand je parlais de terreur cosmique, il va s'inspirer d'une théorie qui, pour moi, donne... qui pourrait être la définition du cosmicisme, c'est la réalité créée par celui qui l'observe. C'est-à-dire que voilà, c'est à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que le monde est encore linéaire et compréhensible? Et il y a quelque chose de pas encore totalement indicible dans Fogg. Après, voilà, c'est le meilleur adapteur de Lovecraft, hein, très clairement. Et à nouveau, il travaille sur des valeurs, j'allais dire, pas forcément politiques, mais morales. Tu vois, The Thing, c'est la peur de l'autre, du voisin, c'est-à-dire c'est aussi le dévoiement. Je veux dire, Carpenter, c'est un individualiste qui a un rapport très individuel à son pays. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va attaquer l'Amérique pour se caler, et parce que c'est pour le dévoiement des valeurs que lui aime. C'est l'individualisme, pour lui, il n'y a aucun problème. Si ça se charge de compétition, ça commence à le faire chier. Et dans The Thing, il y a ce côté où il y a un effet presque de la terreur xénophobe, c'est-à-dire que tu ne sais plus si l'autre c'est encore toi. C'est-à-dire si vous voulez, c'est la différence entre l'altérité et la différence. Et tous ces films, Prince des Ténèbres, L'Antre de la Folie, sont ces plus noirs, quoi. Et L'Antre de la Folie, c'est clairement un film vraiment de terreur où il joue sur tellement de petits détails qui fait que la réalité n'est plus linéaire, quoi. Elle implique un déchiffrage qui n'est pas celui de la raison humaine classique, quoi. Et c'est vrai qu'en même temps, ça aussi, ça correspond à un parcours de cinéaste. À un moment, il est quand même plus aguerri dans ses effets. Je crois que pour la petite histoire, d'ailleurs, L'Antre de la Folie, il refuse le scénario parce qu'il n'a pas envie de réfléchir sur son propre art de la peur. Et c'est justement, après, je pense que le film lui ressemble parce que le personnage est un spectateur de L'Antre de la Folie. C'est comment continuer à faire peur au spectateur maintenant qu'on lui a montré tout, quoi. Et justement, comment lui faire peur en lui montrant et en jouant sur des légers décalages. Enfin, moi, je trouve que c'est un film fabuleux. C'est un peu son dernier grand chef-d'œuvre. Oui. Le rôle joué par la radio dans le film, les ondes de radio finalement qui jouent un rôle dans le montage du film, parce que en fait c'est un peu le fil rouge entre les différentes scènes. Il y a la personne qui parle, ceux qui entendent, etc. Et puis ça réunit tout le monde. Et je trouve qu'il y a un parallèle intéressant à faire avec le brouillard qui substitue un peu à l'espace et va dans les interstices, etc. Et de la même manière, les ondes de radio sont là pour aller dans les interstices du montage et un peu donner donner une cohérence au tout et tout rassembler par le langage. En vrai, je trouve qu'il y a un truc intéressant là-dessus, mais peut-être que vous pouvez développer. Je sais pas. C'est assez juste, je pense que déjà ça correspond à son obsession aussi d'avoir une forme cinématographique pure et limpide, tu vois. C'est quelqu'un qui travaille rarement l'impur, John Carpenter. Si on l'a traité de pur, c'est aussi très simplement parce que dans les années 70, le cinéma américain, il procède par métissage. Hein. On sait que la nouvelle vague laisse une petite trace, même chez quelqu'un comme Spielberg, hein, il y a des emprunts à Godard. Je pense que chez lui, il y a une limpidité. Pour la petite histoire, pour la radio, au départ, il voulait du rock'n'roll pour créer un climat beaucoup plus joyeux, proche d'American Graffiti. Le problème, c'est qu'il y a qu'un million de dollars de budget. Bon, t'achètes 2 chansons d'Elvis, t'es à Hadèche, hein, très clairement. Et en effet, mais je pense que même la radio, pour aller plus loin, elle donne ce rythme languide, un peu... Je trouve qu'il a un côté un peu british, le film, quoi. Dans les couleurs employées, on dirait un peu un film de la Hammer. Puis il y a cette idée quand même assez géniale qu'en fait la radio est basée dans un ancien phare. Et que du coup par la parole, elle va à nouveau guider non plus les bateaux, mais les êtres humains qui sont encerclés par le brouillard. C'est quand même une idée assez chouette. Oui, qui renvoie aussi à... oui, tu as raison, ce guide, c'est aussi un site imaginaire aussi presque... J'ai dire pré-chrétien, c'est-à-dire le rôle que donnaient les Grecs, l'importance que les Grecs donnaient à la navigation, aux étoiles, à ces tentes cosmiques qui guident une pensée, aussi une direction. Et c'est participe aussi du climat apocalyptique du film. Hein. Il rejoue à nouveau, comme je dis, c'est un obsédé de la Nuit des Morts Vivants, mais c'était le rôle de la télé dans la Nuit des Morts Vivants. On donne le fil rouge du film, quoi, et le fil aussi pour le spectateur, quoi, pour suivre, pour relier quand même beaucoup de personnages. Je pense aussi que la virtuosité qu'auront les films qu'il fera après, c'est aussi que de nous donner une... Et c'est quelque chose de très fort, comme je le dis, quand on fait de la terreur cosmique, généralement c'est un personnage, tu vois. Les récits de Lovecraft sont écrits à la première personne. Le Grand Dieu Pan, je crois que c'est une narration objective, mais elle est très resserrée. C'est quand même assez fou de dire qu'entre Prince des Ténèbres, moi l'Antre de la Folie, forcément, parce que tu as raison, c'est une adaptation officieuse de Lovecraft, et The Thing, c'est 12 personnages ou 8 qui flippent en même temps. Il arrive à faire une concordance des points de vue, je trouve ça assez virtuose, quoi. Passionnant, parce que je sais pas si tu y as pensé en voyant Fogg, moi je trouve qu'il y a un double programme qui est très bien que Fogg, c'est L'Homme des hautes plaines, quoi. Qui est, oui, de Clint Eastwood. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on pense aussi à Un frisson dans la nuit. Juste oui, par rapport à la radio, puis même ce personnage féminin, même l'écriture des dialogues, hein, c'est très incisif, dont on se souvient. Mais si tu veux, Clint Eastwood, c'est très simple, c'est un mec qui fait des westerns, mais tu regardes sa filmo, il a une petite tentation fantasticophile. Hein. Et L'Homme des hautes plaines, c'est un film de fantôme où tu es du point de vue, si tu veux, des marins de Fogg, c'est le même principe. Hein. C'est comment la rapacité corrompt une ville, et Clint Eastwood arrive. Et c'est aussi, je pense à ça parce qu'il aurait une influence sur New York 1997, le personnage de L'Homme des hautes plaines.
si vous voulez, après un quart d'heure de film, Clint Eastwood a buté 2 gars, violé une femme, fouetté un gars, enfin non, c'est à la fin qu'il les fouette. Mais moi je trouve que c'est un film fabuleux. Et je trouve que c'est, je sais pas quel rapport ils ont, parce que c'est quand même 2 taiseux, hein. Carpenter est plutôt laconique dès qu'il s'agit d'analyser ses films. Clint Eastwood, c'est un homme de peu de mots finalement, mais il y a des films de Clint Eastwood, il y a carrément des plans à la Carpenter, je pense à Sudden Impact, qui a un peu le même problème que Fox, c'est le 4e épisode d'Inspector Harry. Et pour la faire courte, et moi je trouve que c'est un film très beau, c'est que la partie Inspector Harry, Clint Eastwood il s'en bat les couilles. Hein. Il la gère, c'est des punchlines, c'est des fusillades qui n'ont pas beaucoup de jus. Et il y a une deuxième intrigue qui se greffe au film, c'est le récit vengeur d'une femme qui s'est fait violer. Et là on est en plein film d'horreur. Et la manière dont ces 2 récits vont se croiser, au revoir, c'est... il y a des plans, vraiment, c'est du Carpenter. C'est-à-dire qu'il y a un plan de l'inspecteur Harry en contre-jour, de nuit, dans une lumière bleutée. Je vois que vous hochez la tête, vous êtes d'accord avec moi? Dans une lumière à la Dean Cundey, avec le flingue au bout de la main. Mais en même temps, c'est pas une citation gratuite. C'est-à-dire qu'il passe par John Carpenter pour nous dire que le personnage de l'inspecteur Harry est l'ange du mal. Mais il y a plein d'autres exemples. Hein. C'est-à-dire que le deuxième western que fait Clint Eastwood, Pale Rider, il y a des points de montage qui sont identiques à ceux d'Halloween. Pour nous caractériser ce cowboy comme étant l'ange du bien, cette fois-ci. Parce que dans L'Homme de Plaine, au sens strict, il joue le père Fouettard. Je pense qu'il y a un classicisme en commun entre eux. Il y a aussi c'est finalement un effet d'aller-retour. C'est-à-dire, on a un réalisateur de western qui est fasciné par le fantastique et donne un clin d'œil à Vampire dans Mystic River. Et c'est pas anodin qui passe par John Carpenter dans Mystic River, qui est quand même un film sur le mal. D'ailleurs, le roman Mystic River est pas si éloigné que ça de l'histoire de ça, de Stephen King. Et je pense qu'il y a un aller-retour très simple. C'est-à-dire que là où Carpenter est un cinéaste du fantastique qui rêve de western, Clint Eastwood, il est titillé quand même par un fantastique à l'ancienne, un peu rétro, sur des figures aussi qui peuvent communiquer entre le western et le film d'horreur. Si vous voulez, le récit d'Halloween, ça pourrait être un western. Vous remplacez le mec tueur fou qui vient tuer des babysitters dans une ville qui s'échappe, vous le remplacez par un cow-boy qui vient régler ses comptes avec trois mecs qui lui doivent du fric, plutôt que d'assouvir un penchant psychopathe. Vous avez vraiment le récit d'un western. Et je pense qu'en effet, les deux, comme je disais, pour moi, c'est les 2 cinéastes qui ont fait vivre une espèce de classicisme hollywoodien. Ils sont toujours en vie, Dieu merci. Pour moi, c'est les 2 derniers gardiens du temple, maintenant que Sidney Lumet est mort, très clairement. La première fois qu'il montre le film au public et qu'il n'est pas fini, d'ailleurs il a refait la musique, il a fait des reshoots pour rendre le film plus violent, je pense qu'il doute de lui avant tout, quoi. C'est qu'est-ce que j'ai mal fait, quoi. Et je pense qu'en effet le film il est encore plus anachronique, je pense, que certains de ses autres films. C'est vrai que les années 80 sont une époque aussi de... J'ai l'impression que le Hollywood se divise en 2, hein, collabo d'un côté et résistant de l'autre, mais c'est aussi une agression du film d'horreur, tu vois. 80, je crois que c'est l'année de Vendredi 13, qui est un vrai film gore, hein, qui est pas un bon film, et qui... Je pense que le film il a tellement une touche anachronique qu'il me le rend aussi très très beau, quoi. Et t'as raison, sur Edgar Poe, c'est que le film tendrait à quelque chose du rêve, même quelque chose de... C'est pour ça que le genre auquel je rattache, c'est la dark fantasy, parce qu'il y a quand même ce côté un peu onirique et tendre, tu vois. Il est doux, ce film. Hein. Il essaie d'en faire... Il abuse des sursauts, il y a des fois où même ça tombe à plat, mais je pense que fondamentalement, il a voulu faire un film onirique et un peu féerique, quoi, sur les bords.